la lutte contre les fléaux sociaux qui menacent notre île. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de conviction que je souhaite souligner l'importance de cette initiative, fruit d'engagement social renforcé par un partenariat de stratégie entre les autorités, la société civile et l'appui du département de la Seine-Saint-Denis, dont la présence ici. Aujourd'hui, par la voix de son président, témoigne d'un soutien concret et d'une solidarité renforcée. Ce partenariat, basé sur l'échange d'expertise et de ressources, constitue une étape essentielle pour la réussite de notre démarche. L'Observatoire, en tant qu'outil d'analyse, de suivi et de coordination, représente une avancée déterminée dans notre lutte contre ce fléau. Son rôle dépasse la simple collecte de données ou la production de rapports. Il doit devenir un levier stratégique pour orienter nos actions, renforcer les efficacités et assurer leur pérennité. En ce sens, je tiens à saluer le travail remarquable réalisé au cours des 4 dernières années qui a permis d'établir un état des lieux précis, d'identifier les défis majeurs et d'élaborer des stratégies adaptées et nos réalités spécifiques. La rigueur de cette analyse constitue une base solide pour bâtir des actions ciblées et efficaces. Aujourd'hui, l'enjeu est de pérenniser des efforts en assurant une continuité opérationnelle et stratégique. La nouvelle équipe en charge de l'Observatoire est prête à relever le défi, mais cela nécessite également une décentralisation effective. Il est impératif d'établir dans chaque commune de Ngazidja des bureaux dédiés, équipes de ressources humaines compétentes et de matériel adéquat. Cette décentralisation permettra d'adapter les interventions à la réalité locale, d'accroître la sensibilisation à l'échelle communautaire et de mobiliser toutes les couches sociales pour une implication active. Une telle approche territorialisée est essentielle pour une réaction rapide et pertinente face aux enjeux. Notre association, force de son engagement et de sa proximité avec les acteurs locaux, réaffirme sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le gouvernorat et l'Observatoire. La synergie entre nos structures doit être renforcée par un partage constant d'expertise, une coordination renforcée
et une communication fluide. L'objectif est d'aboutir à une mobilisation collective où chaque acteur joue un rôle déterminant dans la lutte contre ces fléaux en faisant preuve de rigueur et de détermination. Je souhaite également exprimer toute ma gratitude envers le département de la Seine-Saint-Denis pour son engagement dans ce projet. La présence du président de ce département aujourd'hui, en tant que partenaire actif, est un signe fort de l'importance accordée à cette collaboration. Leur soutien technique, financier, leur soutien politique, financier et en expertise constituent une pierre angulaire pour assurer la réussite de cette initiative. Leur implication témoigne d'un véritable esprit de solidarité qui dépasse les frontières de renforce notre conviction que la lutte contre ces fléaux doit être une priorité collective, nationale et internationale. Pour la réussite de cette bataille dépend de la mobilisation de tous. Acteurs institutionnels, acteurs locaux, société civile et partenaires internationaux. Un référentiel pour orienter nos politiques publiques et nos outils pour garantir un avenir meilleur pour nos Ngazidja. Je vous remercie. C'est avec immense honneur que je m'apprête à accueillir une personnalité dont la présence ici aujourd'hui témoigne de la force du lien entre la France et les Comores, mais aussi de la solidarité concrète entre les territoires. Monsieur le Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est un partenaire engagé de longue date dans les domaines de la coopération internationale, de la solidarité territoriale et de la justice sociale. Veuillez l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Ministre de la Promotion du genre, de la Solidarité et de l'Information, Monsieur le Ministre Premier, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur de l'île de Ngazidja, Monsieur le Président de l'Association des maires, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur de France, Mesdames les coordinatrices de l'Observatoire des violences faites aux femmes et aux mineurs de Ngazidja, Madame la directrice de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, Madame la conseillère départementale déléguée, chère Zainaba Saïd Anzoum, qui est avec mes côtés dans ce déplacement, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis personnellement très heureux d'être de retour aux Comores, particulièrement en cette année singulière pour votre pays, qui célèbre cette année les 50 ans de son indépendance. Près de 10 ans se sont écoulés depuis mon dernier déplacement ici, et la joie de retrouver ce pays auquel je suis profondément attaché n'a pas varié. Vous comprendrez que cet attachement personnel pour les Comores n'est évidemment pas seulement le mien, il est aussi et surtout celui qui unit les habitantes et les habitants de la Seine-Saint-Denis aux Comores. C'est pour tout vous dire une relation forte, intime et ancienne qui lie nos deux territoires. Quand je dis intime, je ne me paie pas de mots parce que ce sont bien des liens personnels, familiaux qui se sont tissés avec l'installation de longue date
en Seine-Saint-Denis de nombreux Comoriens et nombreuses Comoriennes. Toutes et tous ont construit leur vie en Seine-Saint-Denis, y ont élevé leur famille, ont contribué à la richesse de notre département, de notre pays, par leur travail, par leur talent, par leur engagement. Toutes et tous, ou pour beaucoup d'entre eux, ils sont devenus même des Françaises et des Français à part entière, en conservant, bien sûr, et en cultivant précieusement cette attache, ce lien si intime avec leur pays d'origine. Oui, nous avons la chance d'avoir en Seine-Saint-Denis une diaspora comorienne particulièrement dynamique, particulièrement engagée, avec un fort et dense tissu associatif, souvent d'ailleurs tourné vers le développement du pays d'origine. Le département de Seine-Saint-Denis tient à ce que ce dynamisme de la diaspora comorienne sur son territoire puisse s'enraciner toujours plus profondément. C'est pourquoi nous l'encourageons dans ses efforts de structuration, notamment en soutenant depuis ses débuts, en 2012, la plateforme des associations comoriennes de Seine-Saint-Denis. Nous accompagnons aussi les associations comoriennes du département qui mènent des projets ici aux Comores. Je pense par exemple à l'association Orfanco qui œuvre dans le domaine de la santé à Ouachili Kambani, ou encore à l'association Étoile d'Aubervilliers et à son initiative à Fongouni, où j'étais encore ce matin, pour la santé maternelle et contre les violences faites aux femmes. Ce lien unique entre la Seine-Saint-Denis et les Comores, il s'est aussi renforcé dans l'épreuve, nourri par la solidarité face à l'adversité. Je veux ici parler de ce drame terrible du crash du vol de la Yéménia le 30 juin 2009, qui avait endeuillé des dizaines de familles de notre département, la Seine-Saint-Denis. Nous avons encore ici une pensée émue et fraternelle pour les victimes et leurs proches. C'est notamment à la suite de cette tragédie que nous avons signé en 2011 ce premier protocole de coopération décentralisée entre le département et l'association des maires de Ngazidja, rejoint en 2018 par le gouvernorat. Ce protocole a été renouvelé récemment en octobre 2023 et cela signe sa solidité, son inscription dans le temps long. Voici en effet 14 ans que nous mettons en œuvre ensemble cette coopération décentralisée entre nos collectivités territoriales au service des habitants de Ngazidja et des Comores. Cette coopération, elle est concrète, elle est utile, elle touche à des sujets de la première importance pour améliorer le quotidien, la vie des gens. Je pense à nos actions en matière de protection maternelle et infantile, de promotion de la culture en tant que politique publique à part entière, ou encore d'électrification d'équipements publics. Nous nous rendrons ainsi demain à Nzaouzé pour initier dans une école primaire un projet d'électrification par énergie solaire aux côtés de l'association comorienne Maïcha. Cette coopération, vous l'aurez compris, nous voulons la poursuivre, l'approfondir dans les années à venir. C'est l'objet de notre venue à Ngazidja et les rencontres prévues à l'occasion de ce déplacement ouvrent, j'en ai la conviction, de nouvelles et enthousiasmantes perspectives. Il y a, vous le savez, c'est l'objet de notre rencontre cet après-midi, un projet qui nous réunit aujourd'hui et qui constitue une étape déterminante dans notre coopération par son ampleur et par l'importance du sujet. C'est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un combat qu'en Seine-Saint-Denis, nous menons depuis longtemps, et je sais que nous pouvons l'avoir en commun. C'est un combat, je le disais, pour lequel la Seine-Saint-Denis est pionnière, dans lequel nous sommes engagés maintenant depuis plus de 20 ans, notamment par la création, en 2002, du premier observatoire départemental en France, consacré, et bien sûr, je veux ici saluer l'inlassable activité de sa directrice, Ernestine Renet, pionnière en chef et infatigable de ce combat dans notre pays. Je rappelle les missions de cet observatoire. Mesurer l'ampleur des violences faites aux femmes sur le territoire, impulser des politiques publiques de protection pour les femmes victimes et leurs enfants, structurer une réponse globale grâce au partenariat avec la justice, avec la police, avec les acteurs de la santé, avec les acteurs de l'éducation et de la protection de l'enfance. Voici donc 20 ans
en France que l'Observatoire agit, expérimente, innove, avec des résultats qu'il nous faut bien qualifier de remarquables, et je ne veux pas ici verser dans un exercice d'autosatisfaction, mais simplement vous dire que nous avons su bâtir un arsenal protecteur de dispositifs dont l'efficacité a été si bien reconnue que notre pays tout entier, à partir des expérimentations de la Seine-Saint-Denis, a décidé de les généraliser, des mesures donc expérimentées d'abord en Seine-Saint-Denis qui sauvent des vies et qui sont devenues des mesures nationales. Je pense par exemple au précieux téléphone grave danger. C'est cette expérience que nous voulons partager avec vous. C'est pourquoi depuis 2021, l'Observatoire s'ouvre à l'international à travers le programme pour des territoires protecteurs des femmes victimes de violences, soutenu par l'AFD, que je veux ici remercier, ainsi que par les services de l'ambassade de France. Il s'agit d'une coopération avec des collectivités d'Afrique, d'Amérique latine, mais aussi du Proche-Orient, qui se décline en 3 axes. Le premier, la création d'observatoires locaux. Le second, la structuration d'un réseau international de collectivités territoriales engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et enfin, le troisième axe, un travail avec les diasporas de la Seine-Saint-Denis. Je le disais, ce sujet des violences faites aux femmes est d'une importance vitale pour la société tout entière, pas seulement pour les femmes. Il l'est partout dans le monde, en France, en Europe, et aussi en Afrique et aux Comores. C'est un problème, et je pèse mes mots, qui est massif. Une femme sur 3 indique avoir été exposée à des violences physiques ou sexuelles de la part de son compagnon ou de quelqu'un d'autre au cours de sa vie. C'est une statistique mondiale donnée par l'OMS qui est vertigineuse, qui nous glace d'effroi. Et j'imagine, comme partout dans le monde et aux Comores aussi, les violences faites aux femmes, elles sont multiformes. Elles balayent un large spectre. Elles peuvent être physiques, sexuelles, psychologiques et ou encore économiques. Il y a donc une nécessité absolue de rendre visibles ces violences, de permettre aux femmes de révéler ce qu'elles subissent, de lutter contre l'impunité encore trop fréquente. Dans notre pays et dans tous les autres, et aux Comores également, des problématiques continuent à se poser avec acuité. Je pense à la question des mariages forcés, mais aussi aux violences conjugales, aux violences sexuelles, à l'inceste, aux tabous qui entourent encore trop souvent la parole des victimes. D'où l'importance cruciale de développer un observatoire local capable de structurer la réponse, d'outiller les acteurs. Et c'est Ngazidja qui sera territoire pilote aux Comores, tout comme la municipalité de Djenin en Palestine. Et permettez-moi, en ces temps si douloureux pour nos amis palestiniens, d'avoir aussi une pensée pour nos amis de Djenin en Palestine. Ce projet Ngazidja n'aurait pu voir le jour sans une volonté politique forte. Je veux donc d'abord remercier l'ancienne gouverneure, Siti Farwata. Et là encore, j'ai une pensée particulière pour elle au moment où elle subit un deuil douloureux. Elle a été à l'initiative, à l'impulsion, et bien sûr, je veux remercier l'actuel gouverneur, Ibrahim Mzee Mohamed, ainsi que tous les acteurs locaux concernés qui poursuivent résolument le travail engagé. Merci pour votre détermination à faire avancer la protection des femmes, à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Je veux aussi à nouveau avoir un mot pour la diaspora comorienne, parce que le projet s'appuie beaucoup sur la dynamique qu'elle porte. Elle joue en effet un rôle déterminant dans le dialogue, les échanges de bonnes pratiques et la mobilisation des communautés ici et là-bas. Alors encore une fois, merci à toute la diaspora. Voilà donc maintenant 4 ans que dure cette coopération active sur le sujet des violences faites aux femmes entre la Seine-Saint-Denis et les Comores. Beaucoup de choses ont été accomplies. Je pense aux campagnes de sensibilisation sur les mariages forcés et les violences conjugales. Je pense aux formations menées auprès des maires, des cadis et des professionnels de santé sur la protection des femmes victimes de violences. Je pense aussi à la participation de l'Observatoire de Ngazidja aux événements qui se sont déroulés en Seine-Saint-Denis, comme notre grand rendez-vous annuel Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis. Je pense à la formation d'une délégation d'animatrices et d'animateurs comoriens sur le dispositif
Jeunes contre le sexisme, ou encore à la participation aux activités du réseau international. Je veux donc ici féliciter chaleureusement les coordinatrices et les équipes de l'Observatoire de Ngazidja pour tout le travail réalisé. La prochaine étape, elle sera primordiale. Il s'agira de renforcer cet observatoire tout en continuant les campagnes de sensibilisation, la formation des acteurs et l'élaboration des outils locaux pour les professionnels en contact au quotidien avec les femmes ou les enfants. Il y a l'envie, la volonté, l'énergie pour avancer et concrétiser tous ces beaux projets. Alors je terminerai en rappelant que la lutte contre les violences faites aux femmes, ce n'est pas seulement ni notre affaire à nous, ni l'affaire des femmes seulement, mais c'est l'affaire de toutes et tous à tous les niveaux, politiques, économiques, social. Il exige l'engagement des institutions, mais aussi celui de la société civile et des citoyens. Nous tentons de montrer la voie, de défricher un chemin pour embarquer encore plus largement toute la société. Alors maintenant, je conclus en vous disant, eh bien, on continue toutes et tous ensemble. Merci à vous. Avec profond respect et une grande émotion, je m'apprête à accueillir une figure majeure, une voix incontournable dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs en France comme à l'international, Madame Ernestine Ronay. Je prends dans la main, c'est bon. Bonjour à chacun, chacune. Merci pour l'invitation. Et puis, merci à toutes les personnalités qui sont ici, que je ne vais pas nommer parce que je ne vais pas y arriver, il y en a trop. Et puis, à vous qui êtes là. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire un ressenti. Comme vient de le dire le président du conseil départemental, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet. Mais avant, on a travaillé 2 ans pour le préparer. Quel bonheur de voir que ça continue, qu'il y a une volonté politique, puisqu'il y a quand même beaucoup de ministres parmi nous, une volonté politique de la part, bien sûr, du gouverneur, de l'Assemblée nationale, et puis de tous ceux qui soutiennent cette action. C'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, je vais parler des violences. La deuxième que j'ai envie de dire, c'est une citation d'une dame qui disait « J'ai passé des années à essayer de comprendre ce que je vivais. J'avais besoin qu'on me le confirme. On s'enferme dans le silence parce que personne n'a envie de nous écouter. » Elle le dit en France, elle peut le dire ici aux Comores. Certains, bien sûr, certaines sont écoutées, mais quand même, on est loin du compte. Alors, l'Observatoire a comme objectif de regarder l'ampleur des violences, et je vais vous donner seulement 4 chiffres. Violences sexuelles, en 2022, 125 révélations. En 2023, 207. Ça veut dire que le travail qui se fait ici porte ses fruits. Les femmes osent parler, un certain nombre, pas beaucoup encore, bien sûr, mais ça va s'améliorer. Et puis surtout, eh bien, elles sont écoutées, puisqu'on a les chiffres. Parmi ces femmes, ces 207, 179 avaient entre 11 et 17 ans. Et ce matin, Madame la Présidente de l'Association des femmes élues, qui est là, Sharifa, disait, je ne sais pas si elle est là, peut-être pas. Elle était là, voilà. En tout cas, ce qu'elle disait, c'était qu'il faudrait qu'on compte aussi les enfants avant 11 ans. Et c'est vrai, elle a raison. Il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de violences. Ça, c'est la première chose.
quand les chiffres augmentent, ça ne veut pas dire que les violences augmentent, mais ça veut dire qu'on entend mieux, les oreilles se débouchent. Les victimes sont souvent devant des paroles contradictoires. On leur dit sortir du silence, révéler les violences. La loi existe. Et quand elles parlent, on leur reproche de parler, on met en doute leurs paroles, et finalement, c'est elles qui se trouvent accusées. Et ça, particulièrement pour les enfants, les petites filles, mais aussi les petits garçons. 85% c'est des filles, 15% c'est quand même des garçons qui sont victimes aussi, et qu'il faut prendre en compte aussi. On soupçonne les victimes de mentir. On fait en fait comme si elles n'avaient pas vécu cela. Alors je vais inviter notre honorable assistance à penser dans sa tête à la souffrance des enfants et des femmes victimes de violences. Il faut que nous arrivions à nous représenter ce que vivent les victimes. Et c'est comme ça qu'on en sortira. En fait, de quoi s'agit-il? Les violents utilisent le sexe comme un instrument, un moyen pour obtenir et maintenir un rapport de domination. Tu m'appartiens, tu es à moi, je te possède. C'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils pensent, c'est ça qu'ils ressentent, les agresseurs. Alors évidemment, c'est compliqué de dénoncer son père, son oncle, son frère, son grand-père, ses voisins dans une communauté. Ce matin, nous avons eu un échange sur ce sujet qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est vrai, c'est compliqué, mais c'est indispensable si on veut en sortir, si on veut avoir une société sans violence, une société de respect. Il faut qu'on arrive à bien accueillir la parole des victimes et aussi, bien sûr, à ce que les agresseurs soient punis, sanctionnés. Une dernière chose à propos des agresseurs, qu'est-ce qu'ils utilisent comme stratégie? Ils commencent par dévaloriser, humilier, moi je dis casser la victime. C'est-à-dire, en fait, l'empêcher de trouver de l'aide, c'est à ça. Et ce matin, donc une députée disait, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui disent qu'elle n'est bonne à rien, qu'elle ne vaut rien. La deuxième stratégie de l'agresseur, c'est faire régner la peur. Et moi, je parle de terrorisme familial. Ils font tellement peur que je suis tétanisée et que je me dis, si je parle, il va me tuer. Parce que quand même, les femmes victimes, notamment victimes graves et particulièrement victimes sexuelles, ont peur de mourir. C'est ça le sujet. Et enfin, qu'est-ce que fait un bon agresseur? Il ne veut pas se faire prendre. Alors il fait comment? Il recrute parmi les professionnels des alliés. Donc il a l'air très sympathique, très agréable. Et on se dit, mais comment il fait? C'est pas possible que cet homme-là, ce notable-là, puisse être un agresseur. Mais ça ne dit rien. Ça ne dit rien de ce que les femmes, les enfants vivent dans la réalité. Bien sûr qu'il a l'air très sympathique à l'extérieur, et ça peut même être quelqu'un de très bien. Quelqu'un, c'est autre chose. Et enfin, c'est de la faire taire. Si tu vas à la police, à la gendarmerie, ils ne te croiront pas. Si tu vas voir une association, ça ne servira à rien. C'est ça qu'ils disent. Et c'est ça qu'il faut que nous contrecarrions, nous, tous ensemble, ici. Alors, je ne vais pas être longue. Mon président, Stéphane Troussel, a dit les axes du projet. La formation, indispensable. La prévention, indispensable. La protection des femmes, essentielle. Et le plaidoyer que nous devons mener ensemble. Auprès des institutions, j'ai envie de dire des communs, mais aussi nationales et internationales. Alors, peut-être le dernier mot que je vais dire, c'est une citation. Un monsieur qui s'appelle Paulo Freire, qui est un Brésilien, a créé ce qu'on appelle la pédagogie des opprimés. Et bien sûr, les victimes, ce sont des opprimés. Et voilà ce qu'il disait.
Personne ne libère autrui. Personne ne se libère seul. Les hommes et les femmes se libèrent ensemble. Et je pense qu'en effet, libérer les femmes victimes de violences et les enfants, c'est leur permettre de reprendre leur vie en main grâce à un mouvement de la société tout entière qui comprend mieux les violences, ce que j'espère qui est en train de se passer ici, et qui donne les moyens, bien sûr, de la lutte contre les violences. C'est ensemble, par nos réflexions, nos actions, que nous nous libérerons de l'oppression, de la domination des hommes sur les femmes, par la solidarité avec les victimes, et cela sera beau, bien sûr, pour les femmes et les enfants, mais aussi pour toute la société. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. C'est maintenant avec honneur tout particulier que je m'apprête à introduire Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, auprès de l'Union des Comores. Dans sa présence ici est à la fois un geste diplomatique fort et un signe d'engagement profond au service de la dignité, de la justice et de la protection des plus vulnérables. S'il vous plaît. Merci Madame. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Madame la Ministre de la Promotion du genre, de la solidarité et de l'information, porte-parole du gouvernement, Monsieur le Ministre Premier, Madame et Messieurs les ministres, à ce point de mon adresse liminaire, je voudrais souligner que nous avons avec nous la moitié du gouvernement de l'Union des Comores et je voudrais vous remercier, Mesdames et Messieurs les ministres, de vous démontrer clairement qu'il y a là une volonté politique qui est claire, un engagement. C'est quelque chose, je crois, de très important. Monsieur de Grande Comore, Monsieur le Secrétaire Général du gouvernement, Monsieur le Président de l'Association des maires de Grande Comore, Monsieur le Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Madame la Présidente de l'Observatoire des violences faites aux femmes du département de Seine-Saint-Denis, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des collectivités, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Observatoire des violences faites aux femmes et aux mineurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du séminaire de capitalisation de l'Observatoire des violences faites aux femmes et aux mineurs, cérémonie et entité, institution qui témoigne de la vitalité et de la richesse de la coopération décentralisée entre nos deux pays, entre la France et les Comores. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance aux élus, aux techniciens, aux associations, aux citoyens, à tous les acteurs qui œuvrent au quotidien à faire vivre ces partenariats de territoire à territoire. Car la coopération décentralisée, c'est assurément une histoire d'institution, c'est aussi une aventure humaine, ancrée dans les réalités locales, portée par l'engagement et la volonté de construire ensemble un avenir commun. C'est vrai en général, c'est tout particulièrement vrai dans le cas d'espèce à la fois de nos deux pays, pour des raisons de proximité humaine, l'importance de façon générale de la diaspora comorienne de France est connue de toutes et tous. Et puis c'est vrai tout particulièrement dans ce cadre du département de Seine-Saint-Denis et du gouvernorat de Grande Comore. Depuis de nombreuses années, la coopération décentralisée a su démontrer sa pertinence aux Comores. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis occupe une place de choix et comme l'a rappelé le président Roussel, et
je ne vais pas élaborer plus sur le sujet qu'il a tout à fait souligné. C'est le reflet, bien entendu, de la force de la diaspora colombienne de France dans ce département de la région parisienne. On ne sait pas la mesurer précisément, mais Toulon connaît à la fois son importance numérique, son importance à travers les liens familiaux avec les Comores, avec les transferts financiers qui sont considérables. C'est quelque chose que nous connaissons toutes et tous, et c'est aussi sur cet aspect-là que s'est construite la coopération décentralisée. Et c'est vrai d'ailleurs de l'ensemble des acteurs de la coopération décentralisée. Je ne vais pas les citer tous, parce que d'abord aujourd'hui on parle du département de la Seine-Saint-Denis, mais j'en profite pour saluer Nadège Lagardère qui est avec nous et qui représente la région de La Réunion, qui est aussi un grand acteur de cette coopération décentralisée au Comores.